Eh bien, il faut d'abord expliquer un peu la relation entre, d'une part, noblesse, l'ancienne aristocratie, et d'autre part, la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, bien sûr. C'était cette symbiose-là, en fait, qui était au pouvoir en Europe, pour ainsi dire, à la veille de la Première Guerre mondiale. Et cette élite-là qui a voulu la guerre, qui a cru qu'il y avait de grands avantages à faire la guerre. Les industries, les économies nationales de chaque pays, de chaque puissance impérialiste avaient besoin de territoires, de colonies, pour avoir des marchés, pour avoir toutes sortes de bonnes choses dont leur économie dépendait. L'élite avait aussi peur de la révolution. Il avait peur de la montée des masses, donc des classes sociales d'en bas, ceux d'en bas, hein, les classes dangereuses, comme on disait. Et ils avaient peur des résultats de la démocratisation, ils avaient peur qu'il y aurait une révolution, et ils ont cru qu'une guerre pouvait empêcher ça. Une guerre serait un antidote contre la révolution. Et par la guerre, on pouvait arrêter le processus de la démocratisation qui avait commencé justement avec la Révolution française. Pour la chair à canon, les colonies françaises vont fournir de la matière première. Sur 8 410 000 hommes mobilisés, 565 000 viennent de notre bel empire colonial. En 1911, devant la Société d'anthropologie de Paris, le général Mangin explique pourquoi il est préférable d'utiliser des Noirs pour, dit-il, permettre d'épargner dans la mesure du possible du sang français. Et il ajoute: le système nerveux du noir est beaucoup moins développé que celui du blanc. Tous les chirurgiens ont remarqué l'impassibilité du noir devant le bistouri. Au chemin des Dames en 1917, sur les 15 000 Africains poussés dans la bataille, plus d'un tiers, c'est-à-dire 6 000, sont tués le premier jour, le 16 avril. Le plus grand désastre de l'histoire militaire aura lieu dans la Somme en juillet 1916. C'est la première offensive conjointe des forces franco-anglaises. La bataille a été personnellement conçue par le général Joffre. Le 1er juillet 1916, dès le premier jour, les Britanniques vont perdre 20 000 soldats sous les ordres du général anglais Douglas Haig. 10 000 sont tués dans la première heure, 40 000 blessés dans la journée ou disparus. Le général Douglas Haig, qui a envoyé ses soldats à une mort certaine, fut tout de même promu maréchal quelques mois plus tard, le 1er janvier 1917. Haig, par exemple, croyait savoir que les pertes des Allemands, de l'ennemi, étaient toujours supérieures à nos pertes à nous. Pourquoi? Parce que nous sommes les meilleurs. Alors, quand nous lançons une attaque et nous avons à la fin de la journée 10 000 morts, c'est pas si grave que ça, parce que ça veut dire que les Allemands ont encore plus de morts. Alors, en fait, on gagne. Alors, en fait, Haig et des généraux tels que Haig, du côté britannique, étaient déçus quand il n'y avait pas trop de morts après une longue journée de bataille dans leur rang. Parce que ça voulait dire que les Allemands non plus, peut-être, n'avaient pas beaucoup de morts. Alors, ce n'est pas une bonne journée. Il faut qu'il y ait beaucoup de morts. C'est ça la guerre. Et comme je l'ai dit, ces morts-là, c'est peu important. Parce que quand il y a la pluie, il y en a encore. On pourrait aller en chercher un peu partout au monde. Haig était un typique pour l'élite, surtout de la noblesse à ce moment-là. Il vivait dans un sens toujours dans le Moyen-Âge. Ce n'est pas par hasard que le romantisme était toujours à la mode. On rêvait, il lisait Ivanhoe, par exemple, l'histoire d'Ivanhoe, un grand héros du Moyen-Âge. Ils croyaient toujours que c'était des chevaliers à cheval qui allaient gagner la guerre. L'idée pour eux que des prolétaires, derrière une mitrailleuse, produit en masse, dans une fabrique, dans une usine, par des industriels, que ces prolétaires-là pouvaient gagner une guerre contre nous, chevaliers, sur nos chevaux. Impensable, c'est pas possible.
Les élites dirigeantes responsables de ces immenses crimes contre l'humanité sont restées impunies. Et même au contraire, ils sont aujourd'hui honorés comme des héros de la patrie. L'ennemi, c'est les officiers. Il y a beaucoup de soldats qui disent, en fait, notre chef, c'est l'ennemi. Dans un sens, on a plus en commun. Quand on est un poilu d'origine paysanne ou ouvrière dans les tranchées, on est français, on a plus de choses en commun avec l'Allemand de l'autre côté, qui est aussi peut-être vigneron ou ouvrier, quelque part, et qui souffre de la même façon, et qui déteste lui aussi ses supérieurs, et qui lui aussi voudrait retourner chez maman. Hein? Alors nous sommes des amis, nous avons les mêmes intérêts. Et nous, on déteste nos officiers, eux, ils détestent leurs officiers. Surtout que les officiers, souvent, étaient derrière. Ils venaient dans les tranchées, dans les premières lignes de temps en temps, mais souvent le soir, ils retournaient en bas. Et les généraux étaient dans les châteaux, 3, 4, 5, 20 kilomètres derrière. Alors, quand les officiers n'étaient pas là, on appelait les autres soldats de l'autre côté. Nicht schießen, ne pas tirer. Et des fois, on a commencé à avoir des conversations. On est sorti des tranchées. Des fois, on était qu'à 10 ou 20 mètres séparés de l'autre côté des autres. Et des fois, on a compris que pourquoi tirer quand c'est pas nécessaire. Hein? Alors, comme ça, on peut vivre et laisser vivre. Et souvent, il y a eu des accords comme ça. Et des fois, les soldats sont sortis de leur tranchée et ont rencontré les autres. On a échangé du tabac, des cigarettes, des journaux, des cartes postales. On a montré des photos de la famille, etc. Il y a eu beaucoup de fraternisation. Mais bien sûr, c'était interdit. En fait, on a fusillé des soldats pour avoir fraternisé. On fusille, pour l'exemple, tout au long de la guerre. La Marne, Verdun, la Somme, le chemin des Dames, partout des mutins. 40 000 mutins. 629 condamnés à mort officiellement, en comptant les cas de mutilation volontaire, elles aussi punies de la peine de mort. Au total, 75 exécutions officielles. Mais combien exécutés sans jugement? Une balle de revolver dans la tête, entre deux sacs de terre.